Bonjour, ici Aurélien Rossanino pour Ghost Island Media. Je suis journaliste culturel à Taïwan. J'écris sur la scène musicale indé taïwanaise, sur la culture et sur la subculture. Je m'entretiens aujourd'hui à distance avec l'artiste peintre Pei Hong Benoît, taïwanaise vivant et travaillant à Paris, car les Taïwanais sont un peuple qui se déplace beaucoup sur la planète. J'aime beaucoup cette idée de fusion entre le corps et le paysage. Cela crée aussi un lien entre l'artificiel et le naturel, ce qui pour moi résume bien la définition de la civilisation. Depuis notre studio à Taipei, je vous propose dans ce podcast des interviews d'actrices et d'acteurs culturels francophones. Nous vous emmenons donc en balade culturelle franco-taïwanaise. Pei Hong Benoît est donc bien taïwanaise à l'origine, même si elle est actuellement parisienne et porte un nom de famille français. Puisqu'elle est née en 1984 à Taipei et qu'elle est diplômée d'un master en art de la National Taiwan Normal University. Mais c'est une artiste au parcours international. Elle est titulaire d'un autre master obtenu au Chelsea College of Art à Londres. Dès 2009, Pei Hong expose en solo, d'abord à Taipei, puis à Berlin en 2011, à Londres en 2015, et par la suite, elle participe chaque année depuis à plusieurs expositions collectives partout dans le monde, en plus de continuer ses travaux plus personnels. On parlera en détail des œuvres de Pei Hong lors de l'interview, mais pour faire une brève description préliminaire, disons qu'il s'agit majoritairement de toiles, généralement grandes, parfois très grandes, peintes à l'huile et à l'acrylique. On est donc dans une forme classique de la peinture, toutefois, ce qui n'est pas classique, c'est l'excès de couleurs qui peuvent être très flash dans des tableaux qui représentent parfois des scènes très dures comme des bateaux de migrants ou des décombres. Bien sûr, il y a des sujets plus doux, des femmes, des enfants, des montagnes. Le monde de Pei Hong est un monde du fragment. Chaque tableau semble être plusieurs parties d'un puzzle réunies, car il y a comme un collage de différentes bandes qui semblent être différents points de vue du même paysage, accolés côte à côte. Il faut terminer cette présentation en mentionnant que Pei Hong fut la lauréate du prix Chu Te-chun, du nom du peintre franco-chinois bien connu, en 2009. Eh bien, Pei Hong, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être en duplex depuis Paris avec nous aujourd'hui. Oui, je vous remercie d'avoir m'invité à cet entretien en fait. Super, alors je vais commencer par ton actualité. C'est la participation à l'exposition Disobedient Bodies Reclaiming Her à la galerie Sundaram Tagore à Singapour, qui a commencé le 11 janvier et qui se termine le 8 mars. Tu exposes parmi des artistes de Malaisie, du Vietnam, de Thaïlande, du Timor oriental et du Myanmar. Te sens-tu tout de même lié à une scène ou à une école de peinture du sud-est asiatique, ou est-ce que tu participes à cette exposition parce que la déconstruction des stéréotypes féminins dont l'exposition est le sujet est un thème artistique plus important chez les plasticiens d'Asie que chez les plasticiens européens? Alors, pour répondre à ta question, la commissaire Loredana, elle est italienne, dans l'exposition, de créer une perspective générale des femmes asiatiques sans être attachée à une école ou à un pays spécifique de la région. C'est vrai que Taïwan n'est pas traditionnellement inclus dans l'Asie du Sud-Est à cause de sa position géographique et de la manière dont il a été contextualisé dans le passé. Mais honnêtement, après ce voyage, je vois une connexion bien plus forte entre Taïwan et Singapour, là où se déroule cette exposition. On partage les valeurs très similaires, notamment cette ouverture et ce côté hybride que représente une société marquée par l'immigration
et une forte instinct de suivi dans ce contexte historique. Et dans cette exposition, on explore des thèmes variés comme les obstacles auxquels les femmes asiatiques sont confrontées, qu'il s'agisse de traumatismes historiques ou de la vie quotidienne ou même de la maternité. La maternité, par exemple, peut être une expérience très intime, mais aussi très universelle, qui pose beaucoup de questions sur l'identité, le rôle de la femme et même sur la manière dont la société patriarcale structure nos vies. Chaque femme doit trouver son angle pour répondre à ces défis. La commissaire précise que ce n'est pas une exposition féministe en sens strict, voilà, mais plutôt une réflexion sur la structure de la société et sur la manière dont nous, femmes asiatiques, résistons, affirmons notre identité et racontons nos histoires. Elle a voulu faire une exposition 100% féminine parce que c'est un contre-courant du mainstream. Le monde de l'art reste dominé par les hommes et les inégalités de genre sont encore plus marquées en Asie. Il y a des artistes masculins asiatiques très célèbres, souvent considérés comme des artistes importants, mais les femmes artistes, elles aussi, nous aussi, créent des œuvres tout aussi importantes, je crois. Et plus on organise des expositions comme celle-ci, qui montrent notre perspective au monde, plus on donne une voix à cette immense communauté. Bon, je crois, c'est la moitié de la population, oui. Donc, cette exposition exclusivement féminine est vraiment nécessaire dans le cadre de l'Art Week de Singapour parce qu'elle reflète tout simplement la composition réelle de la société. Et toi-même, qu'est-ce que tu as voulu proposer dans cette exposition? Malheureusement, moi, j'ai pas pu voir les toiles de mes yeux, mais j'ai vu la présentation sur Internet et j'ai vu des tableaux où des formes féminines dessinent des paysages. Oui, les paysages dans mon travail reflètent des souvenirs flous des lieux où j'avais vécu ou j'ai visité. Et symbolisent les moments et endroits qui forment ce moi, consiste moi aujourd'hui, façonné par ma vie quotidienne et mon rôle de mère. Donc, c'est la maternité, en fait. Dans mes œuvres, vous verrez une jambe humaine, des corps, parfois superposés, et que j'observe de près et avec lesquels je partage une intimité. Ces scènes se déroulent souvent dans un cadre domestique, un rassemblement familial, une bataille d'oreiller ou des instants plus intimes avec mon bébé où je contemple son corps en transformation. Et cela représente l'identité multiple que nous portons en tant que femmes, mères, expatriées ou immigrées, peu importe comment on appelle. Et donc, ces fragments finissent par se rassembler et forment en tout. Il s'agit de nous recomposer et de comprendre de quoi nous sommes faits. Et oui, vous avez raison, les Taïwanais voyagent beaucoup. Et je pense que cela fait partie de notre identité. Et comme je l'ai mentionné plutôt à propos de la maternité, mon travail répond également à cela. Mon travail a toujours exploré l'histoire des femmes en mêlant des souvenirs personnels à des événements plus vastes. Certains de mes œuvres font aussi des références libres à des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art occidental. Par exemple, dans cette exposition, il y a une connexion avec il y a un peinture de Eugène Delacroix. Il s'appelle La mort de Sardanapale. Et en vivant à Paris, je suis entourée de ces œuvres que j'ai étudiées dans mes manuels d'histoire de l'art. Elles font maintenant partie de ma vie quotidienne. Mais je me demande souvent où est ma place
en tant que femme, en tant que femme asiatique vivant à Paris, en France, quelle est ma position? Et d'une manière assez drôle, je vois souvent les scènes quotidiennes qui rappellent ce chef-d'œuvre. Soudain, c'est comme si tous les chemins menant à Rome. Et je te prouve que je peux attendre le sublime, le désir, l'extase, cette expérience transcendante à travers les réalités banales et de la vie quotidienne. Ce n'est pas le glamour. La vie n'est pas le glamour, en fait. Mais c'est plus réel que tout le reste. Ça me permet de jouer avec les contrastes, et le haut et le bas, et le banal et le transcendant. C'est une célébration de cette vie ancrée que la plupart d'entre nous menons au quotidien. Tu as dit beaucoup de choses et c'est très intéressant parce que tu parles de la différence qu'il y a de considération entre les peintres hommes et les peintres femmes, mais effectivement, la maternité ne peut être qu'un thème féminin. Donc effectivement, ça même appuie le fait de la nécessité d'une peinture faite par des femmes. Et tu disais que tu étais une expatriée ou une immigrée. J'ai bien aimé ton hésitation. C'est vrai qu'on ne sait jamais comment dire ce genre d'adjectif. Ça dépend le contexte, en fait. Et c'est vrai qu'on peut parler de ta vie à Paris, puisque c'est... Depuis combien de temps est-ce que tu vis à Paris? Il y a 5 ans que j'ai déménagé à Paris. Mais en fait, j'ai commencé mon parcours d'expatrié au Royaume-Uni, en fait. Il y a 10 ans que j'ai vécu dehors de Taïwan. Et alors, qu'est-ce qui a changé pour toi en tant qu'artiste lorsque tu es devenue, il y a 10 ans, une expatriée? Et est-ce qu'il y a des différences entre les beaux-arts en France? Tu as commencé à parler de Eugène Delacroix, la mort de Sardanapale, ce tableau très violent, hein, avec un égorgement de femmes, d'esclaves, un incendie dans une chambre royale. Donc, c'est quoi la différence pour toi entre les beaux-arts en France et à Taïwan? En Taïwan, c'est un peu l'expérience de collective. C'est très important de dans un groupe, de participer en groupe. Mais en France, je pense que c'est plus personnel. Et c'est pour exprimer la personnalité de chaque personne. Voilà. Je ne suis pas y allée les beaux-arts d'enfance, donc je ne peux pas parler dans les perspectives d'éducation. Mais je peux dire que la communauté artistique en France, c'est vraiment beaucoup plus grande. C'est les gens, en fait, en général, généralement élevés avec l'art comme une partie intégrante de leur vie. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en vivant en France, en fait. Tout le monde, littéralement, n'importe qui, en fait, n'importe qui peut partager son point de vue sur l'art, même juste une phrase ou deux. Ils ont pas peur d'entrer dans un musée ou une galerie. Ce n'est pas que tout le monde sont nécessairement intéressés par l'art. Vous pouvez me dire que je suis pas très intéressée à l'art, mais il y a un ou deux artistes que ça m'a fait pas mal. J'apprécie un peu. C'est un peu comme ça. C'est simplement une partie de la vie quotidienne et j'apprécie ceci beaucoup. À Paris, tu as cofondé avec l'artiste hispano-américaine Maggie Cardelus. Oui. Il y a deux ans, un atelier qui s'appelle One Atelier Paris, qui est donc, tu me l'as dit, un atelier nomade. Il n'y a pas de locaux, on passe d'un atelier à un autre. Et cet atelier semble spirituellement placé sous la figure de Sonia Delaunay, qui était une peintre d'origine ukrainienne qui vivait aussi à Paris et qu'on qualifie souvent de féministe. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est souvent dans les biographies, elle est dite féministe. Et je dis ceci parce que j'ai trouvé une photo de Sonia Delaunay sur ton site internet, mais aussi parce que le One Atelier Paris est exclusivement féminin.
Alors, est-ce qu'il y a cette revendication féministe? Tu vas sûrement affiner mes propos ou les reprendre. Et est-ce qu'il y a une réflexion, là aussi, sur la place des femmes dans l'art et quels sont les projets de cet atelier? Je peux t'expliquer un peu en fait comment ça commence One Atelier. En fait, c'est comme son nom identique. En fait, c'est le combine français et l'anglais. Marque ainsi son identité hybride. Et donc, on veut relier les communautés francophones et anglophones. Et donc, c'est One, c'est anglais. Et c'est les références c'est de Virginia Woolf, la chambre à soi. Et nous sommes un groupe de soutien d'artistes internationaux anglophones et réservé aux femmes basées à Paris. Notre objectif est tout simple. Pour ceux qui parlent anglais en France, parce que tu sais, discuter en français, ça demande un bon niveau de maîtrise. Et donc, nous réunissions pour discuter de nos parties artistiques dans nos ateliers. Et donc, on visite les artistes dans leurs ateliers. Lorsque quelqu'un rencontre une difficulté ou souhaite faire avancer son travail, les membres se rassemblent dans leurs ateliers pour donner un retour honnête. En ce faisant, nous créons des conversations enrichissantes qui contribuaient directement au processus de création. Donc, en fait, on se soutient notre création. Et bien que notre approche réserve aux femmes puisse être interprétée des différentes manières, notre but, c'est de favoriser un espace intime et bienveillant où les femmes peuvent mieux se comprendre. Et donc, pour les photos présentations de notre site en concernant Sonia Delaunay, en fait, on cherche des artistes féminins en fait, qui sont originaires d'étrangers. Et parce que elle est en fait, elle est française, mais en fait d'abord elle n'est pas française. Elle vient de Paris et à la fin elle contribue beaucoup de la scène d'art à Paris. Nous espérons suivre leur pas en mettant en avant la communauté internationale à Paris et c'est notre identité. Et ce n'est pas nécessaire d'être non français. Mais toute personne ayant un contexte international, qui ce soit par son travail ou ses diplômes ou n'importe quoi, en fait, c'est la bienvenue quand nous célébrons l'ouverture. C'est féministe ou pas féministe? Non. Non, c'est pas vraiment un féministe. On dit pas vraiment féministe parce que c'est juste, c'est un peu plus doux. Si je demandais aussi cette histoire de féminisme, c'est parce que tu as rendu plusieurs fois hommage dans tes notes de biographie à tes parents. Tu dis que tes parents t'ont inspiré, et notamment ta mère, qui était une activiste. Mais je ne connais pas très bien l'histoire de ta mère. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, ma mère, elle est vraiment, pour moi, elle mon père et ma mère. Elle était professeure et chercheuse. C'est un peu compliqué. En fait, c'est psychologie, mais s'installer à l'école, à l'université et faire la recherche ou les problèmes des étudiantes mentalement. Voilà. Et donc, après son retour des États-Unis dans les années de 1990, où j'ai aussi passé mon enfance, elle a commencé à participer à des mouvements pour les droits des femmes à Taïwan. Elle a vraiment participé aux mouvements. Hein. Donc, je peux dire elle est féministe parce que elle veut changer la loi, par exemple. Et elle a rejoint une association qui travaillait à améliorer les droits. Cette association travaille avec le Parlement
pour faire des lois contre le domestic violence, par exemple. Et donc, je pense que c'était lié à ces recherches de ma mère, mais aussi à son expérience personnelle. Elle vivait un mariage difficile, toxique, et a compris que ça venait en partie des inégalités structurelles envers les femmes. Donc, je crois qu'elle a pris très à cœur. Je me souviens encore de la voir accompagnée à des manifestations et des défilés, en fait. Et tu étais enfant à ce moment-là? Oui, j'étais toute petite, oui. Ça m'a marqué, en fait. Je sais pas si c'est parce qu'elle n'a pas elle n'avait pas de nounou pour me garder à cette époque-là, mais ça m'a marqué beaucoup. Et je pense que c'est le moment que j'ai réalisé que ma mère fait quelque chose de différent. Et elle faisait aussi partie d'une société de Qing à Taïwan, Guqing. On dit Guqing, mais Qing en anglais ou français. Et elle est fondée une association pour promouvoir et documenter les activités liées à cet instrument. Donc, je pense que ma mère, elle fait beaucoup de choses de sa vie. Pour moi, c'est une bonne influence parce qu'elle est une artiste, aussi chercheur, aussi féministe. Et ma mère. Ouais, c'est vrai. Et Ouais. est-ce que Et ma mère, ouais. justement, est-ce que en tant qu'artiste, tes œuvres, il y a toi un discours théorique ou un discours politique avant de peindre grâce à l'influence de ta mère ou pas forcément? Je ne peux pas vraiment dire ça, car en tant que fille d'une mère qui a divorcé et s'est remariée, j'ai été témoin de nombreuses luttes quotidiennes auxquelles elle a dû faire face pour nous élever. Pour cette perspective, c'est une expérience à façonner ma vision du monde à travers le prisme féminin. Je sais combien ma mère a dû porter pour que tout reste en place. Et pour moi, c'est la résilience. Et la résilience est la clé du monde meilleur que l'on imagine. C'est très taïwanais comme mot. Pardon, je te coupe, mais c'est très taïwanais. La résilience, c'est un mot qu'on entend beaucoup justement pour décrire l'état d'esprit taïwanais. Oui, je pense que c'est vraiment notre valeur. Je pense que c'est la valeur fondamentale en Taïwan. Et c'est vraiment, je vois ces qualités vraiment sur ma mère, en fait. Mais comme vous dites, les conversations intellectuelles, comme la philosophie ou les débats, ne faisons pas vraiment partie de notre quotidien. Ce qui m'a marqué, que ce sont ces moments clés où elle est refusée d'abandonner. Pour continuer sur ton parcours, tu as été ensuite élève, quand tu étais plus grande, donc du département des beaux-arts de la National Taiwan Normal University, NTNU. La peinture taïwanaise moderne est l'une des plus hybrides, c'est un mot que tu as déjà utilisé, au monde, puisque au XXe siècle, les élèves peintres partaient souvent ou au Japon ou en Europe pour suivre des cours, ce qui fait que la peinture taïwanaise actuelle est assez riche de styles étrangers, tout en ayant peut-être conservé une base de peinture chinoise classique. Ma question est donc, qu'est-ce qu'on apprend aux Beaux-Arts à Taïwan dans ce contexte très particulier? J'ai quitté l'école à Taïwan il y a un moment. Donc, beaucoup de choses ont évolué depuis. Mais je peux dire, quand j'étais à l'école à Taïwan, université, on dit. Il s'agissait d'apprendre les deux systèmes. En ce qui concerne la peinture, il était obligatoire pour tous les élèves d'apprendre la peinture en langue chinoise
ainsi que les médiums occidentaux. Donc, bien que je n'ai absolument aucun talent pour, pour la peinture à l'encre, j'ai les compétences de base. Je pense que c'est unique par rapport au programme du système occidental. C'est amusant que tu aies cité Delacroix tout à l'heure, puisque Delacroix, on disait que c'était un peintre de la couleur plutôt que du dessin. Et j'ai l'impression que tu es une peintre de la couleur, si j'applique ces catégories de la peinture romantique. C'était Ingres, le peintre du dessin à l'époque. Donc même si tes tableaux sont en partie figuratifs, on distingue peu à peu le sujet après avoir été frappé par la couleur. On voit d'abord la couleur, et ensuite on regarde, et ensuite on voit le sujet. Et j'ai vu dans ta peinture des êtres humains, des arbres, des montagnes, des maisons, d'un rose ou d'un bleu complètement irréel. Et c'est vrai que la peinture moderne taïwanaise est très coloriste. Si je cite quelques noms, Chen Cheng-po, Xu Huyun et Guo Po-chuen, qui sont aussi des peintres donc de la deuxième moitié du XXe siècle qui ont vraiment débordé de couleurs avec des tons très très vifs. Comment est-ce que toi tu abordes tes toiles? Pour moi, la couleur, c'est quelque chose de très instinctif. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut apprendre. C'est juste la manière dont on voit naturellement les choses, en fait. Mon travail reflète ces filtres à travers mes yeux et peut-être que je suis un peu sensible aux couleurs, ce qui me permet d'exprimer des choses que je ne peux pas dire avec les mots. J'aime l'idée de me déplacer librement à travers la couleur et les coupes de pinceau. Je pense aussi ma peinture reflète des souvenirs fragmentés, réunis et recréés. Donc, c'est pour ça que la couleur vient avant les formes, parce que les souvenirs sont souvent flous, un peu imprécis, et ça crée un espace où je peux respirer. Et pour les gens qui voient des peintures. Donc, peut-être que c'est romantique parce que j'aime laisser de la place à l'imagination et je change un peu le réel. Pour ta question sur les modernistes taïwanais, je ne dirais pas que les artistes taïwanais sont particulièrement coloristes. Mais l'art taïwanais existe tellement de manières différentes. Mais si tu veux retracer l'histoire de l'utilisation des couleurs à Taïwan, je peux te donner un peu de contexte sur comment la peinture occidentale a été introduite aux artistes taïwanais. Ah bah volontiers, ouais. Ouais. En fait, c'est intéressant, c'est très intéressant. C'était les Japonais qui ont été les premiers à découvrir les médias artistiques occidentaux, comme la peinture à huile en 19e siècle. Et à l'époque, les actrices japonaises ont ramené les techniques les plus récentes de l'Ouest, en particulier pendant le mouvement impressionniste. Donc, c'est les techniques impressionnistes les Japonais à apprendre. Et à ce moment-là, Taïwan était sous domination japonaise, ce qui a duré environ 50 ans. Tout le monde savent cette histoire, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces techniques sont arrivées à Taïwan de manière indirecte et ont fini par développer leur propre caractère en se mêlant au paysage et aux scènes locales taïwanaises à la fin. Beaucoup d'artistes que tu as mentionnés ont utilisé des techniques influencées par la formation japonaise pour résister au gouvernement dirigé par le KMT à l'époque. Les nationalistes, Et donc le donc, Kuomintang. Ouais. oui, voilà. Oui, le Kuomintang. Ouais. Et donc, on pourrait donc dire que c'est une technique impressionniste de Sekema qui a été localisée
Donc, France et Japon et à la fin, Taïwan. C'est aussi en partie comme ça que j'ai appris la peinture à l'école, parce que beaucoup de mes professeurs avaient été formés de cette manière. Donc, d'une certaine façon, la couleur dans l'art taïwanais porte une histoire de colonisation. C'est intéressant, hein? Il y a eu un aller-retour puisque les peintres français eux-mêmes s'intéressaient beaucoup à la peinture japonaise, à l'estampe. Et donc, les impressionnistes ont aussi beaucoup été influencés par la peinture japonaise. Donc, c'est intéressant de voir que les Japonais ont repris ce qui leur revenait de droit quand les Français s'en sont inspirés ensuite à la fin du 19e siècle. Oui, c'est de deux directions, en fait. Et il y a un autre travail artistique que tu fais, ce sont des céramiques. L'année dernière, lors d'une exposition qui s'appelait Geopoetics Changing Nature of Threatened Worlds, au Musée national des beaux-arts de Taïwan, tu as présenté des céramiques. Il y en a eu d'autres aussi lors de la semaine Art Basel Paris pour la collection Novus Art. Tes céramiques sont des galets multicolores, ce qui est étonnant puisque le galet est déjà une forme naturelle et que l'histoire de la céramique dans le monde sinophone est telle que l'on pourrait être tenté de te demander des choses plus traditionnelles comme des vases. Donc est-ce que l'art est une nouvelle nature pour toi? Je demande aussi, puis j'en profite, puisque donc ces céramiques qui représentent des galets ne sont pas la seule représentation de la nature, ça domine presque toute ton œuvre, la nature. La nature représente un espace de transformation. Elle me permet de faire tout ce que je veux, vraiment. Et donc, et c'est aussi quelque chose de très fondamental et elle apparaît dans de nombreuses légendes comme une métaphore de la transformation. Par exemple, Pangu, un ancien dieu célébré dans la région Taoiste et elle est récit. Après sa mort, son corps est transformé pour devenir notre terre-mère. Et j'aime beaucoup cette idée de fusion entre le corps et le paysage. Cela crée aussi un lien entre l'artificiel et le naturel, ce qui pour moi résume bien la définition de la civilisation. Et The Pebbles, les galettes, mes œuvres en céramique, il vient d'une approche similaire en ce cas. Je m'inspire de la passion de ma mère qui est décédée. Elle est décédée en fait, malheureusement. Donc c'est un peu comme avoir une conversation à ma mère. Elle adorait collectionner des pierres naturelles et des différents endroits. Probablement comme souvenir ou des choses comme tout ça. Elle est disposée sur son bureau, les toucher, les faisait rouler dans ses mains en tirant une énergie venue d'un univers. Elle croit beaucoup d'énergie d'un univers, en fait. Je me suis dit, peut-être que je pourrais créer des pierres à partir de pierres, car l'argile est en fait une forme de pierre. Et grâce à mon toucher au feu et l'émail, je crée une pierre artificielle qui porte la mémoire de ma mère. Ainsi, un dialogue entre les générations est créé, même elle est décidée. C'est comme j'ai ouvert une porte pour parler à ma mère. Bah merci pour cette réponse un peu chargée d'émotions. Est-ce que je peux te poser une dernière question sur les expositions ou les projets que tu pourrais avoir pour cette année 2025 qui commence, puisqu'on enregistre cet épisode juste au tout début de janvier? Il y a des projets d'exposition en cours, mais nous travaillons encore sur les détails. Pour ce moment, je focus plus pour créer des nouveaux peintures
les céramiques aussi, des choses en fait en général. Donc, assurez-vous de suivre mon compte IG. C'est @PRBenoît en fait pour les mises à jour et les informations sur les expositions à venir. Je mettrai ton compte dans la description de l'épisode, comme ça les gens pourront cliquer pour aller s'abonner. Merci beaucoup. En conclusion de cet épisode, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup en t'entendant parler, c'est que je vois de loin le monde artistique parisien et j'ai l'impression que Paris est toujours une fête, comme le disait Hemingway, puisque tu me parlais de ces peintres anglophones qui continuent à venir. La tradition n'est pas terminée, donc comme toi, comme ta collègue espagnole dont on parlait tout à l'heure, Maggie Cardelus. Voilà, est-ce que tu penses que Paris, ça reste le centre du monde artistique, si on exagère un petit peu? Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'une histoire qui continue de l'art à Paris, qui attire les étrangers? Je pense que Paris est toujours importante parce que c'est toujours le centre de l'histoire d'art. C'est vrai, il y a parfois, peut-être il y a de moins d'énergie, il y a plus d'énergie, ça fluctue. Mais en ce moment, je crois c'est le moment pour Paris, encore une fois, parce que il y en a à Basel, Paris, qui vient et ça c'est devenu beaucoup plus international et ça crée des opportunités pour l'artiste à Paris. Et en fait, par ces mouvements, je pense que Paris a regagné son état dans l'art du mondial. Je pense que c'est un pays très riche en art. C'est vraiment une pays d'or, en fait. Et donc, j'apprécie d'avoir l'opportunité de déplacer ici, de vivre en France et apprendre la langue, en fait. Que tu parles déjà très bien. Non, merci. J'essaie. Merci à toi, en tout cas, justement, d'avoir fait toute cette interview en français. Merci, je vous en prie. De rien. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci pour votre écoute. On espère que cette interview vous aura plu. L'exposition Disobedient Bodies Reclaiming Her est toujours à la galerie Sundaram Tagore de Singapour jusqu'au 8 mars 2025, si des fois il y a des auditeurs de Singapour qui nous écoutent. C'était Aurélien Rossanino pour Ghost Island Media. Au montage, Wen Tsai. Productrice exécutive, Émilie Y. Wu. À bientôt pour la prochaine interview. Ghost Island Media.